Bonjour, je suis Romain Perrin, responsable des sculptures et commissaire d'exposition à la Fondation Giacometti. Je suis co-commissaire de cette exposition Alberto Giacometti, A Life of Creation au Minsheng Shanghai Museum of Art et je vous invite à découvrir cette exposition avec moi. En commençant la visite, vous découvrirez le célèbre Nez d'Alberto Giacometti, une œuvre réalisée à un tournant de sa carrière en 1949. Cette œuvre souligne l'obsession pour la représentation de la figure humaine et en particulier de la tête. Cette œuvre aussi montre à quel point la condition humaine est fragile. Alberto Giacometti est né en 1901 dans un petit village suisse près de la frontière italienne. Dans cette salle, vous découvrirez les œuvres de jeunesse d'Alberto Giacometti. Celui-ci a été très influencé par l'apprentissage de son père, Giovanni Giacometti, qui est une figure de la modernité suisse, un peintre très connu à cette époque. Pour parfaire son apprentissage, Alberto Giacometti quitte la Suisse pour Paris où il arrive en 1922. Il s'inscrit à l'Académie de la Grande Chaumière et suit les cours du disciple de Rodin, le sculpteur Émile-Antoine Bourdelle. Les sculptures montrent, par leur vocabulaire géométrique presque abstrait, une assimilation rapide du vocabulaire des avant-gardes de l'époque. Alors qu'Alberto Giacometti éprouve de grandes difficultés dans la représentation de la figure humaine, il adhère au groupe des surréalistes en 1930. Il en reprend ainsi les principes, travaillant à partir d'images issues de son inconscient ou de ses rêves. Au même moment, pour gagner sa vie, il réalise des objets d'art décoratif, comme des lampes. Il dira plus tard avoir traité ces objets comme des sculptures. Ce qui est intéressant, c'est que ces sculptures, à cette époque-là, sont conçues comme des objets, avec un caractère tout à fait énigmatique. Vers 1935, Giacometti considère être de nouveau dans une impasse, et il va s'éloigner du groupe surréaliste pour se confronter de nouveau à la représentation d'après un modèle vivant. Heureusement, son frère, qui l'a rejoint en 1930 à Paris, va poser pour lui. Et puis il va se tourner ensuite vers un modèle professionnel, Rita Gueffier, et demander à d'autres personnes, comme l'artiste et modèle Isabelle Rossorn, de poser des jours entiers pour lui. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Alberto Giacometti va rendre visite à sa mère. Étant suisse, il ne peut retourner ensuite. Il s'installe donc une partie du temps à Genève, où il va continuer le travail initié à Paris sur sa propre perception. Éprouvant des difficultés à saisir l'entièreté de la figure humaine, ces sculptures vont rapetisser au fur et à mesure. Il en résulte ainsi des sculptures de quelques centimètres de haut. Afin qu'elles ne disparaissent pas totalement, Giacometti va leur ajouter un socle très important qui leur donne toute leur présence. Après la Seconde Guerre mondiale, Alberto Giacometti va travailler dans une nouvelle voie. Il va s'attacher à représenter l'espace, le vide autour des figures. Celui-ci va ainsi travailler davantage le socle, issu de ses recherches sur ces toutes petites sculptures. Celui-ci va devenir un piédestal, va devenir un plateau ou bien même une cage, créant des compositions parfois énigmatiques. Il va aussi allonger les silhouettes de ces figures, leur donnant le caractère bien connu que l'on a tous en tête aujourd'hui. Le retour au modèle dont nous avons parlé tout à l'heure s'accompagne d'une attention particulière portée aux artistes du passé, de toutes les civilisations et de tous les continents. Giacometti a l'habitude de copier en dessin des œuvres qu'il aime beaucoup. Et dans ces dessins inédits, vous pouvez vous apercevoir que Giacometti copie l'œuvre d'un artiste chinois, Jiang Fangru. Les personnes les plus importantes dans la vie de Giacometti sont sans aucun doute son frère Diego et son épouse Annette Giacometti. Il rencontre celle-ci en 1943, pendant la guerre, alors qu'il est à Genève. Celle-ci le rejoint en 1946 à Paris, et puis il s'épouse en 1949. Ce sont sans doute les modèles les plus importants parce que les plus représentés par Giacometti. Même s'il connaît par cœur leur visage, il n'aura de cesse toute sa vie d'essayer de fixer dans la matière ou sur la toile leurs visages qui lui apparaissent toujours changeants. Les collections de la Fondation Giacometti sont issues du fonds d'atelier, préservé par sa veuve, Annette Giacometti, après la mort de l'artiste. Cet atelier se situait dans le quartier du Montparnasse et il ne l'aura pas quitté depuis 1926 jusqu'à sa mort en 1966. Cet atelier était un endroit très exigu, au confort sommaire, dans lequel il habitait également. Au fur et à mesure, il habitera dans des chambres qui seront attenantes, mais il continuera toute sa vie de travailler au milieu du plâtre, de la terre, des sculptures en cours, des sculptures achevées ou des toiles de peinture.
C'est un endroit mythique qui a été maintes fois décrit par les intellectuels, les journalistes, les écrivains qui sont venus lui rendre visite, mais aussi beaucoup photographié par de nombreux de ses amis comme Robert Doisneau, Henri Cartier-Bresson, Brassailles, Ernst Scheidegger, je pourrais en citer encore d'autres. Giacometti l'a aussi énormément représenté et cet atelier est également devenu une matière au fil du temps puisque les murs étaient entièrement inscrits de croquis, peints parfois, qui lui servaient comme une sorte de brouillon, à tel point que l'atelier a finalement été associé à Giacometti, presque consubstantiel de son art et de sa personne. Tout parisien qu'il est devenu, Giacometti n'en oublie pas pour autant son pays natal. Il revient quasiment une fois par an autour de Stampa pour se reposer, mais avant tout pour voir sa mère, Annetta Giacometti. Il en profite sur place pour travailler dans l'atelier de son père ou dans les alentours de son village. Il va réaliser de nombreux paysages, des natures mortes et des portraits de ses proches. Ces deux sculptures, Giacometti les compose en 1950. Il les intitule « La forêt et la clairière », puisque leur composition lui rappelle un coin de clairière et un coin de forêt qu'il a pu voir quelques mois auparavant autour de Stampa. Contrairement à l'idée qu'on pourrait se faire de Giacometti, celui-ci n'est pas un artiste reclus ou isolé dans son atelier, travaillant sans cesse. Au contraire, Giacometti a nourri de nombreuses amitiés, parmi lesquelles des artistes, des écrivains, des intellectuels, qui ont aussi contribué à véhiculer l'image de Giacometti et son histoire. Dans cette salle, vous découvrirez plusieurs portraits de proches que Giacometti a réalisés, puisqu'il ne pouvait réaliser des peintures ou des sculptures que d'après les gens qu'il connaissait personnellement et qui pouvaient le fasciner. Aussi bien vous retrouverez le visage d'Isaku Yanahara, professeur de philosophie qui était venu pour des études en France et dont la physionomie fascinait Giacometti, que le visage d'Élie Lothar, un photographe qu'il a rencontré parmi les surréalistes, qu'il retrouve à Genève pendant la guerre et qu'il va retrouver encore une fois à Paris à la fin de sa vie et dont il sera presque le dernier modèle. Vous voyez ici la dernière sculpture que Giacometti réalise d'après lui. À n'en pas douter, L'homme qui marche est sûrement la sculpture la plus connue d'Alberto Giacometti. Réalisée en 1960, elle a été pensée pour être d'abord dans un espace public qui était l'extérieur de l'immeuble de la Chase Manhattan Bank dans le quartier de la Bourse à New York. Les insatisfaits de la composition qu'il avait créée pour cet espace extérieur, à savoir une grande femme que vous pouvez voir à l'entrée du musée au rez-de-chaussée et une grande tête qui se trouve derrière moi, Giacometti refusa de terminer le projet. Mais il finit quand même par fondre les deux versions de l'homme qui marche, les 4 versions de Grande Femme et les 2 versions de la Grande Tête, pour les exposer dans différentes expositions. Cet homme qui marche lui permit de remporter de nombreux prix et lui permit également d'être très connu. La simplicité avec laquelle il représente une figure humaine marchant transcende le contexte dans lequel il a réalisé cette sculpture, par-delà aussi les époques pour en faire une forme de figure universelle de l'humanité marchande, de l'humanité allant de l'avant. Dans cette pièce, de nombreuses œuvres très connues de Giacometti sont exposées, montrant comment sa sculpture devient véritablement iconique à la fin de sa vie. Dans cette dernière salle, vous découvrirez le dernier grand projet éditorial de Giacometti, publié à titre posthume en 1969 et qu'il occupe les dernières années de sa vie. Il s'agit de 150 lithographies dont une sélection est présentée ici, retraçant quasiment une journée type dans la vie de Giacometti.
Vous le voyez déambuler à travers les rues de Paris, en train de travailler dans son atelier. Giacometti travaille ici avec une grande spontanéité, contrairement à son travail en atelier qui pouvait lui prendre de nombreuses heures. Nous sommes arrivés à la conclusion de cette exposition. Dans cette salle, vous verrez comment Giacometti a pu être perçu de son vivant à travers des catalogues d'exposition et des cartons d'invitation, mais aussi à travers toutes les photographies qui ont été prises de lui tout au long de sa vie. Giacometti était un artiste très conscient de l'image qu'il donnait et il a très vite contribué à ce narratif autour d'un artiste sans cesse au travail, puisque la plupart du temps, il est pris en photo dans son atelier, et ce, par les plus grands photographes, de Man Ray à Henri Cartier-Bresson, en passant par Robert Doisneau, Brassailles, Sabine Weiss, et j'en passe. Cette grande femme reprend le type des figures debout, les bras le long du corps, sur un socle. Ici, un socle plus petit, mais qui lui donne tout de même son espace. Cette sculpture rappelle les nombreuses figures votives, antiques, préhistoriques aussi, que Giacometti a pu voir. Et le caractère très presque abstrait, ne faisant pas référence à une personne en particulier, lui donne un air à la fois mystérieux et intemporel. On dirait presque que c'est une sculpture qui est là pour garder une tombe ou un temple.